Bonjour à tous, je me présente, je suis professeur Oustir, maître de conférence A. J'exerce au niveau du service de pneumologie B, qui était à l'époque dénommé EFR, donc exploration fonctionnelle respiratoire. Et en fait, c'est avec plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui le cours concernant justement les explorations fonctionnelles respiratoires. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'épreuve fonctionnelle respiratoire est un examen indispensable en pneumologie, au même titre que la clinique et que la radiographie pulmonaire. Le pneumologue ne peut pas se passer de la clinique et ne peut pas se passer de la radiographie pulmonaire. Il ne peut également pas se passer de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Pourquoi ? Parce que c'est un examen qui va permettre d'explorer de manière objective et mesurer la capacité respiratoire d'un patient. Vous savez que la plupart des patients qui consultent, ils vont consulter pour des symptômes respiratoires et beaucoup de ces symptômes sont subjectifs, tels que la dyspnée. Eh bien, l'exploration fonctionnelle respiratoire va nous permettre donc d'apporter une mesure objective à ce déficit respiratoire. Ça va nous permettre de mettre une étiquette à cette dyspnée, à toute cette plainte donc respiratoire. L'exploration fonctionnelle respiratoire comprend en fait la spirométrie qui va permettre de mesurer les débits expiratoires forcés et les volumes mobilisables. Elle va permettre également, par le biais de la plétismographie, la mesure des volumes pulmonaires statiques. Alors, il faut d'ores et déjà savoir que les résultats de ces EFR vont s'interpréter par comparaison à des valeurs de référence, des valeurs qui sont supposées être normales. Et ces valeurs de référence, en fait, elles vont se référer à des sujets de mêmes caractéristiques anthropométriques et ethnique. Vous savez que la population, par exemple, africaine est différente de la population européenne. La population européenne est différente de la population américaine. Donc, à chaque type de population, il y a en principe des valeurs de référence. Et c'est par comparaison à ces valeurs de référence qu'on pourra interpréter justement l'exploration fonctionnelle respiratoire. Il faut savoir aussi que la valeur qui sera mesurée sera exprimée en pourcentage de la norme. Et actuellement, les équations donc, de la norme permettent de calculer ce qu'on appelle la limite inférieure de la normale. La limite inférieure de la normale, en fait, c'est un seuil au-dessous duquel on peut parler donc de valeurs pathologiques. Alors, quels sont les objectifs de cette exploration fonctionnelle respiratoire? L'exploration fonctionnelle respiratoire revêt donc une importance capitale devant des symptômes d'origine respiratoire. Comme je viens de le dire, il s'agit essentiellement de la dyspnée, parce que la dyspnée, je vous rappelle, est un signe respiratoire qui reste quand même très subjectif, mais il y a aussi les diagnostics des toux chroniques. Vous savez qu'il y a des sujets qui présentent à un certain moment de leur vie une toux généralement qui est sèche, qui est irritative, qui est chronique, qui perdure dans le temps. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est de l'asthme, on ne sait pas, est-ce que c'est iatrogène, on ne sait pas, est-ce que c'est dû donc à une pathologie autre que respiratoire, par exemple un reflux gastro-œsophagien. Dans ces cas-là, on est obligé de pratiquer une exploration fonctionnelle respiratoire parce que souvent, il y a ce qu'on appelle des équivalents d'asthme. Les équivalents d'asthme, c'est quoi? En fait, ce sont des personnes qui ont généralement des antécédents d'atopie familiale et leur asthme ne va pas s'exprimer classiquement par par la crise d'asthme, par les sifflements thoraciques, mais ça va plutôt s'exprimer par une toux qui est sèche,
qui est chronique, qui va survenir essentiellement la nuit et au petit matin, qui peut survenir après un effort. Et dans ces cas-là, justement, la pratique d'une exploration fonctionnelle respiratoire va nous permettre d'établir un diagnostic de certitude. En plus donc du bilan diagnostique initial devant des symptômes d'origine respiratoire, l'exploration fonctionnelle respiratoire va nous permettre de distinguer en fait deux types de troubles, le trouble ventilatoire obstructif et le trouble ventilatoire restrictif. Le trouble ventilatoire obstructif va s'observer dans certaines pathologies, donc surtout les pathologies obstructives, alors que le trouble ventilatoire restrictif va s'observer dans d'autres pathologies, par exemple dans le domaine des fibroses pulmonaires idiopathiques. Par ailleurs, l'exploration fonctionnelle respiratoire va nous permettre d'évaluer la gravité ainsi que le pronostic d'une maladie respiratoire. Je vais vous donner comme exemple la BPCO. Vous savez que la BPCO est une maladie respiratoire chronique qui est définie sur le plan fonctionnel respiratoire par un trouble ventilatoire obstructif, partiellement réversible sous bronchodilatateur inhalé. Et même quand on va classer le degré de sévérité de cette maladie, on va avoir recours à l'EFR. C'est par la valeur du VEMS qui est apportée par l'EFR, qu'on pourra dire est-ce que le trouble ventilatoire obstructif est léger, est-ce qu'il est modéré, est-ce qu'il est sévère ou est-ce qu'il est très sévère, ou bien ce qu'on peut dire est-ce qu'il est Gold 1, Gold 2, Gold 3 et Gold 4. Ça dépend à quel type de malade on a affaire. Par ailleurs, l'exploration fonctionnelle respiratoire va nous permettre d'orienter les traitements et d'évaluer l'efficacité justement des traitements qu'on administre à nos malades. Vous savez qu'actuellement, que ce soit dans l'asthme ou dans la BPCO, le traitement de ces maladies à caractère obstructif est un traitement qui est dynamique. Ce n'est pas un traitement statique. Je ne suis pas obligée de donner le même traitement aux malades toute sa vie. J'ai la liberté donc de moduler un peu ces traitements. Je vous donne à titre d'exemple, si j'ai un patient qui est par exemple un patient asthmatique qui est sous corticoïdes inhalés, donc je le revois, il est stabilisé, je lui fais le test donc ACT, je trouve qu'il évolue favorablement sous traitement, donc j'ai la liberté de diminuer un peu le traitement, d'alléger un peu son traitement. Et la même chose, si je vois que malgré un traitement donc adéquat qui est pris à bon escient, mon malade ne s'améliore pas, j'ai la liberté soit d'augmenter, soit de changer de thérapeutique. Donc vous voyez que l'exploration fonctionnelle respiratoire est un examen qui est quand même important dans la prise en charge donc des maladies respiratoires. Et au-delà donc justement de la prise en charge des maladies respiratoires, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Cet examen va nous permettre d'évaluer la fonction respiratoire avant de pratiquer une chirurgie thoracique. Vous savez que quand on pratique une chirurgie thoracique, la fonction respiratoire va être amputée. Si déjà à l'origine la fonction respiratoire donc est altérée par l'existence d'une pathologie respiratoire sous-jacente, elle risque de s'aggraver encore plus après un geste opératoire. C'est pour cela, dans le cadre des maladies qui doivent être opérées, par exemple un cancer bronchique, on est obligé de faire une exploration fonctionnelle respiratoire dans le cadre du bilan préopératoire. C'est ce qu'on appelle le bilan d'opérabilité du patient. Alors, quelles sont les méthodes utilisées justement pour réaliser ces explorations fonctionnelles respiratoires? Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit que les explorations fonctionnelles respiratoires comprenaient la spirométrie. Donc, cette spirométrie va nous permettre de mesurer des volumes et des débits
qui sont mobilisables, mais il y a également la plétismographie. La plétismographie qui va donc se passer à l'intérieur donc d'un caisson étanche. Et en fait, cet examen va nous permettre de mesurer la capacité pulmonaire totale. Donc, les autres explorations fonctionnelles, vous avez bien sûr la gazométrie artérielle. La gazométrie artérielle qui va nous permettre donc de mesurer les pressions partielles en oxygène et en CO2 dans le sang et de mesurer aussi donc le pH. Les autres tests donc sont représentés essentiellement par la mesure de la diffusion, par l'étude des muscles respiratoires, l'étude de la commande ventilatoire, l'épreuve d'effort, le test à la métacholine et bien sûr essentiellement le test de réversibilité au bronchodilatateur. Vous savez que quand on est par exemple en face d'un trouble ventilatoire obstructif, on ne va pas se contenter de dire voilà, le patient présente un trouble ventilatoire obstructif, mais on est obligé de faire un test de réversibilité au bronchodilatateur. Et c'est ce test qui va nous permettre de différencier l'asthme de la BPCO. Alors, qu'en est-il des conditions de réalisation de cet examen? Pour réaliser une exploration fonctionnelle respiratoire, le patient ne doit pas être à jeun. Le patient doit prendre son petit déjeuner. Il ne doit pas justement prendre ses aérosols ou les traitements bronchodilatateurs en spray le matin de l'examen afin de pouvoir tester la réversibilité sous bronchodilatateur. Le patient doit être capable de comprendre les indications des techniciens ou du médecin. Donc c'est un examen qui requiert quand même la coopération du malade. Et cet examen est réalisé chez l'enfant à partir de 7 ans, parce qu'on estime à partir de 7 ans, l'enfant peut être coopératif. Et puis, rappelez-vous que ce n'est pas un examen d'urgence. Un patient qui est en phase aiguë de détresse respiratoire ne pourra pas réaliser correctement l'examen. Un patient qui consulte pour une crise d'asthme sévère ou une exacerbation sévère de BPCO ou même une exacerbation modérée, vous n'allez pas lui demander de pratiquer l'exploration fonctionnelle respiratoire. Ce n'est pas du tout un test d'urgence. Alors, concernant aussi les conditions de réalisation, il faut savoir que l'aspirométrie peut être réalisée chez un patient non valide ou au lit du patient. Par exemple, quelqu'un qui a une fracture du col du fémur et il se trouve qu'il est asthmatique, on peut lui faire l'exploration fonctionnelle respiratoire au lit. On n'a pas besoin qu'il soit debout ou valide pour réaliser cet examen. Et en fait, dans la réalisation de ce test, on fait toujours 3 tests successifs et on prend la meilleure valeur. Pourquoi on fait 3 tests successifs? Parce qu'on estime que le patient peut ne pas être coopératif au départ. Donc il faut quand même un temps d'assimilation, donc de compréhension du test. On lui laisse aussi une deuxième chance de faire mieux et on lui laisse également une troisième chance parce que c'est un examen qui est effort dépendant. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, on avait dit que les résultats étaient exprimés en pourcentage donc de la norme, donc de la valeur théorique qui est supposée être normale. Et cette valeur théorique, bien sûr, dépend de l'âge, du sexe, du poids et de la taille de la personne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, ces normes étaient variables en fonction des populations. Alors, juste un petit rappel sur les volumes. Vous savez qu'on distingue les volumes mobilisables, essentiellement le volume courant qu'on exprime par VT, c'est le volume d'air inspiré et expiré lors d'un cycle respiratoire normal. Le volume de réserve inspiratoire, c'est le volume d'air supplémentaire lors d'une inspiration
forcée, donc c'est tout ce volume d'air qui est mobilisé au cours d'une inspiration forcée. Le volume de détresse expiratoire, c'est le volume d'air supplémentaire lors d'une expiration forcée, c'est-à-dire que c'est le volume d'air donc qui est mobilisé au cours d'une expiration forcée. La capacité vitale, c'est le volume maximal mobilisable entre une inspiration et une expiration forcée. C'est tout ce volume d'air donc qui est mobilisable au cours entre une inspiration forcée et une expiration forcée. On distingue bien sûr la capacité vitale lente et la capacité vitale forcée. Dans le cadre également des volumes, donc nous venons de voir les volumes mobilisables, donc rappelez-vous le volume courant, le volume de réserve inspiratoire et le volume de réserve expiratoire. Pour les volumes non mobilisables, il s'agit de la capacité résiduelle fonctionnelle. La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est quoi? C'est la quantité d'air qui va rester dans le poumon au décours d'une expiration normale. Il y a toujours donc un volume d'air qui va rester dans le poumon après une expiration normale. Le volume résiduel, c'est la quantité d'air qui va rester dans le poumon au décours d'une expiration forcée, c'est-à-dire après une expiration même forcée, il y a toujours un volume d'air qui va rester dans les poumons. Et c'est ce volume d'air qu'on appelle volume résiduel. C'est un volume qui n'est pas mobilisable. La capacité pulmonaire totale, c'est quoi? C'est en fait la somme de la capacité vitale et du volume résiduel. Donc rappelez-vous, les volumes, je reprends. Volume mobilisable, c'est le volume courant. Le volume de réserve inspiratoire, le volume de réserve expiratoire. Les volumes non mobilisables, c'est la capacité résiduelle fonctionnelle et le volume résiduel. Et bien sûr, la somme de la capacité vitale et du volume résiduel nous donne ce qu'on appelle la capacité pulmonaire totale. Alors ça, c'est pour schématiser justement les volumes mobilisables et les volumes non mobilisables. Donc vous avez ces petites courbes qui représentent le volume courant, d'accord? Ensuite, vous avez le volume de réserve inspiratoire. Vers le bas, c'est le volume de réserve expiratoire. Et bien sûr, ce qui n'est pas mobilisable, ce qui reste donc dans les poumons, c'est le volume résiduel. Donc, s'il fallait récapituler, donc vous avez la capacité résiduelle fonctionnelle. C'est quoi? La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est la somme du volume résiduel expiratoire et donc du volume et du VR. La capacité vitale, c'est donc le volume de réserve inspiratoire plus le volume courant et le volume de réserve expiratoire, et la CPT qui est donc la capacité pulmonaire totale. La capacité pulmonaire totale est la somme de la capacité vitale et du volume résiduel. Alors, pour ce qui est des débits, alors il y a un débit qui est très très important en pneumologie et qu'on voit toujours quand on a une exploration fonctionnelle respiratoire, c'est en fait le VEMS. Le VEMS, c'est vrai que ça s'appelle volume expiré maximal en secondes, mais c'est un volume qui est mesuré par rapport à une seconde, par rapport à un temps. Donc c'est un débit. On l'appelle volume expiratoire maximal par seconde, mais c'est un débit. C'est le volume qu'on expire après une seconde d'une expiration forcée. Le DEP, ce qui nous importe également, c'est le DEP. Le DEP qui est le débit expiratoire de pointe. Le débit expiratoire de pointe, rappelez-vous, son utilité donc réside dans la pathologie asthmatique. Vous savez très bien que la mesure du DEP fait partie de l'examen clinique d'un asthmatique. Et puis, vous avez ce qu'on appelle
les débits expiratoires moyens, les DEM 75, 50, 25 ou le DEM 25-75, là, ça exprime plutôt quand ils sont abaissés, c'est en faveur d'une obstruction des petites voies aériennes. Rappelez-vous, dans l'anatomie donc de l'appareil respiratoire, vous avez donc les grosses voies aériennes et plus on va en périphérie, donc on a un petit peu les bronchioles, on a ce qu'on appelle les voies respiratoires périphériques. Et justement, donc ces débits, ces DEM 25-75, donc expriment tout ce qui se passe au niveau des petites voies aériennes. Et bien sûr, un rapport qui est très très important, c'est le rapport VEMS sur capacité vitale qu'on appelle rapport de Tifno. C'est un rapport, bien sûr, qui est très très important pour les pneumologues parce qu'il nous permet d'attester de l'existence d'un trouble ventilatoire obstructif. Donc, quand il est normal, il est compris entre 75 et 80%. Alors voilà comment ça se passe pour les débits. Donc ça c'est la courbe débit-temps. C'est la courbe du débit par rapport au temps. Et je trouvais intéressant de vous rappeler qu'avec l'âge, il y a ce qu'on appelle un déclin naturel de la fonction respiratoire. Donc avec l'âge, avec le vieillissement des organes, vous savez que l'élasticité du poumon est un petit peu perdue. Donc le poumon perd de son élasticité. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'il perde son élasticité, il y aura donc une chute du VEMS. C'est ce qu'on appelle le déclin de la fonction respiratoire. Et il y a une chute du VEMS qui est à peu près de 10 à 30 millilitres par an. Chaque année, donc les gens perdent à peu près entre 10 et 30 millilitres donc, par an, avec une aggravation plus marquée chez les fumeurs. Alors les sujets qui fument, ils ont un déclin accéléré de la fonction respiratoire puisqu'ils vont perdre à peu près 50 à 100 millilitres par an de leur fonction respiratoire habituelle. Ça, c'est pour l'évolution des BPCO chez les fumeurs et les non-fumeurs. Vous voyez que chez les fumeurs, le déclin de la fonction respiratoire, elle est beaucoup plus accélérée. Donc, ça vous donne une idée sur l'impact du tabagisme sur la fonction respiratoire. Et c'est pour ça que lutter contre le tabagisme est très très important. Faire ce qu'on appelle le conseil minimal, donc pour arrêter le tabac, est très très important pour chaque médecin. Alors là aussi, c'est la courbe débit-volume qui est très très belle. Alors vous avez une courbe débit-volume, regardez-la comment elle est. Et on a à chaque fois, vous avez la partie ascendante initiale, cette partie qui monte au début. Elle va de 0, elle monte, elle monte, elle monte. C'est un débit qui augmente rapidement jusqu'à la valeur du DEP, la valeur maximale qui est au niveau du sommet, c'est en fait le DEP. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous savez que l'EFR est fort dépendant parce qu'au début donc de l'EFR, vous allez demander au patient de faire une inspiration profonde, d'inspirer le maximum. Donc ça demande un petit effort. La partie descendante, elle est là, elle est rectiligne, elle dépend également de l'effort, mais elle dépend aussi de la résistance des grosses voies aériennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les voies aériennes sont libres, donc il n'y a pas de souci, parce que le sujet va expirer, il n'y aura pas de résistance. Par contre, si vous avez une obstruction bronchique, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les résistances vont augmenter. Donc, ça sera difficile d'expirer. Vers la fin, la partie terminale, elle dépend, elle, des résistances des petites voies aériennes périphériques. C'est les DEM 25-75.
Et vous voyez que cette première courbe, la première courbe, c'est une courbe qui est tout à fait normale, alors que la seconde, regardez, il y a une concavité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif. Alors voilà, c'est ce qui est dit ici. C'est les mêmes courbes de tout à l'heure. La première, c'est la courbe d'un sujet qui est normal. Donc il n'y a pas de résistance ni au niveau des grosses voies aériennes, ni au niveau des petites voies aériennes. Alors que dans la deuxième courbe, vous voyez qu'elle présente déjà un aspect concave et c'est un BPCO. Et ce que je vous conseille, vous savez, quand on a le compte rendu d'une exploration fonctionnelle respiratoire, il ne faut pas se précipiter à lire les chiffres. L'exploration fonctionnelle respiratoire doit s'interpréter. Il faut voir la courbe parce que la courbe peut nous apporter beaucoup de renseignements. Déjà, à l'aspect de la courbe, vous pouvez savoir s'il y a une obstruction ou pas. Alors, quels sont les syndromes qui sont définis par l'exploration fonctionnelle respiratoire? Il y a bien sûr le trouble ventilatoire obstructif, il y a le trouble ventilatoire restrictif, il y a le trouble ventilatoire mixte et il y a ce qu'on appelle le syndrome de distension thoracique, donc le syndrome distensif, qui est en fait observé au cours de l'emphysème. Alors, le trouble obstructif, il est défini par un rapport VEMS sur CV inférieur à 70%. Rappelez-vous que le rapport VEMS sur CV s'appelle l'indice de Tifno. Lorsqu'il est diminué à moins de 70%, on atteste de l'existence d'un trouble ventilatoire obstructif. Alors, les étiologies donc qui vont provoquer ce trouble ventilatoire obstructif traduisent une atteinte bronchique. C'est essentiellement la BPCO et l'asthme, mais aussi d'autres pathologies, comme par exemple les DDB ou la mucoviscidose. Et là, vous avez 3 courbes, très belles courbes. Alors, la première courbe, celle qui est en vert, c'est une courbe débit-volume qui est tout à fait normale. La deuxième courbe, elle est en rose. Vous voyez qu'il y a une concavité de la courbe, c'est la courbe d'une BPCO. Et la troisième courbe, vous regardez déjà l'aspect, elle est en bleu. Regardez son aspect, elle est aplatie. C'est particulier. Elle traduit une obstruction proximale. Ce sont des sujets qui ont parfois une obstruction proximale. Quand je dis proximale, qui atteint la trachée. Par exemple, une tumeur trachéale peut se traduire sur le plan de l'exploration fonctionnelle respiratoire par ce type de courbe. Alors, concernant le test de réversibilité au bronchodilatateur, vous savez que c'est un test qui est court. C'est un test donc qui va utiliser des bronchodilatateurs inhalés à courte durée d'action, essentiellement les bêta-2 sympathomimétiques, comme la ventoline. C'est un test donc qui va mesurer la réversibilité sur la valeur donc du VEMS. Il consiste en quoi? Il consiste en fait d'abord, on fait une exploration fonctionnelle respiratoire. À partir du moment où on voit qu'il y a donc un TIFNO qui est bas, donc il y a un trouble ventilatoire obstructif, on va administrer par voie inhalée donc de la ventoline par spray et on va refaire 10 à 15 minutes plus tard pour essayer donc de mesurer la réversibilité sur le VEMS, sur la valeur du VEMS. Et on parle de test réversible si il y a un gain du VEMS de 200 ml et de 12% en pourcentage. Et bien sûr, dans le cadre du diagnostic d'asthme, le trouble ventilatoire obstructif est réversible, alors que dans la BPCO, il ne le sera pas. Ça a sauté, excusez-moi. Voilà, on était là. Alors, pour ce qui est du syndrome de distension thoracique, ou ce qu'on appelle le syndrome distensif, regardez ces belles images. Vous avez vraiment
une distension thoracique. Alors, le syndrome distensif est défini par une augmentation de la capacité pulmonaire totale plus de 120%. Et sa principale étiologie est un emphysème. Il peut être associé à un trouble ventilatoire obstructif. Il se caractérise essentiellement par l'augmentation du réserve. Il y a un piégeage d'air. Il y a de l'air qui est piégé, donc à l'intérieur des alvéoles, et donc il y a une distension thoracique. Le poumon devient très distensible, il y a une augmentation des compliances pulmonaires. Et rappelez-vous, quel est l'examen qui va nous permettre justement de mesurer cette CPT? Ce n'est pas une spirométrie, mais c'est plutôt la plétismographie qui va nous permettre de poser le diagnostic de syndrome distensif, parce que c'est grâce à la plétismographie qu'on peut avoir la valeur du VR. Ça saute encore, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Je dois faire une mauvaise manœuvre. Voilà. Maintenant, donc, on a vu les syndromes distensifs pour ce qui est des troubles restrictifs. Alors, le trouble restrictif est défini par une diminution de la CPT, donc de la capacité pulmonaire totale, à moins de 80%. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous les volumes vont être diminués, alors que l'indice de Tifno va rester normal. Et pareil pour le syndrome distensif, le syndrome restrictif ne peut être mesuré que par plétismographie. Ce n'est pas, la spirométrie ne nous permet pas donc de mesurer la CPT. Donc, il faut avoir recours à une plétismographie pour pouvoir faire des diagnostics de syndrome distensif et de troubles restrictifs. Alors, par rapport aux étiologies, quelles sont les étiologies donc des troubles restrictifs? Les étiologies, c'est essentiellement les pneumopathies interstitielles diffuses qui peuvent avoir diverses origines, soit elles sont dues à une sarcoïdose, soit une pneumopathie médicamenteuse, soit une fibrose. Vous avez toutes les maladies de la paroi thoracique, telles que les déformations thoraciques à type de kyphoscoliose, les spondylarthrites ankylosantes ou bien carrément l'obésité. Vous avez les maladies des muscles respiratoires, telles que les pathologies neuromusculaires, les pneumonectomies, les lobectomies et bien sûr également l'obésité. Alors, les troubles mixtes traduisent à la fois une atteinte obstructive et une atteinte restrictive. Plusieurs étiologies. Vous avez la tuberculose qui peut vous donner donc un trouble mixte, les dilatations de branches, la mucoviscidose et bien sûr l'œdème aigu du poumon. Donc au final, s'il fallait récapituler, le VEMS, c'est pour la BPCO, d'accord? C'est pour, bien sûr, faire le diagnostic de la BPCO, évaluer le degré de sévérité de la BPCO. Le DEP, il est plutôt utile pour l'asthme. Pourquoi? Parce que c'est une atteinte des grosses voies aériennes, parce qu'il y a une obstruction des grosses voies aériennes. La CPT et le VR va nous permettre donc de faire le diagnostic d'emphysème pulmonaire. Et la CPT, elle a tout son intérêt, toute sa valeur, toute son importance dans le cadre des syndromes restrictifs, par exemple, comme dans les fibroses pulmonaires. Donc vous voyez, à chaque pathologie, il y a donc une exploration fonctionnelle respiratoire qui lui est propre. Dans la BPCO, c'est le FR, bien sûr avec la mesure du VEMS pour faire le stade de la BPCO, le stade gold de la BPCO. L'asthme, le DEP est d'un grand intérêt parce qu'il nous permet donc d'évaluer la sévérité de l'asthme, l'évolution de l'asthme dans le temps. La CPT et le VR, par le biais de la plétismographie, permet donc de poser le diagnostic de syndrome distensif qui est observé au cours de l'emphysème pulmonaire. La plétismographie également va nous permettre donc d'établir, donc d'attester de l'existence d'un syndrome restrictif qui est plutôt en rapport avec les pathologies interstitielles diffuses.
Alors, par rapport à la mesure de la diffusion, je voulais, c'est-à-dire c'est par souci de faire un cours donc aussi complet que possible, je voulais quand même vous toucher un mot sur la mesure de la diffusion. Vous savez que la mesure de la diffusion permet donc d'évaluer la fonctionnalité de la membrane alvéolo-capillaire. Vous savez que la membrane alvéolo-capillaire va permettre la diffusion de l'oxygène et du CO2. Et quand il y a, dans certains cas, il y a des troubles donc de la diffusion. Dans certaines pathologies, il y a des troubles de la diffusion, tels que surtout la pathologie interstitielle dans le cadre des fibroses. Et comment on va mesurer justement ce trouble de diffusion? On va le mesurer par ce qu'on appelle la DLCO, c'est la diffusion du monoxyde de carbone à travers la membrane alvéolo-capillaire. Et on va mesurer justement la DLCO par rapport à la ventilation alvéolaire. Et cette DLCO va être diminuée, par exemple, dans l'emphysème, elle va être diminuée dans la fibrose pulmonaire et elle va être diminuée aussi dans d'autres pathologies, bon, sans rentrer dans le détail. Mais rappelez-vous qu'on peut évaluer donc la diffusion des gaz au travers de la membrane alvéolo-capillaire par une mesure qu'on appelle DLCO. Et lorsqu'elle est diminuée, on peut dire qu'il y a un trouble de la diffusion, une diminution de la capacité de diffusion. Je suis désolée encore une fois, je fais sauter les plaques. Alors, les gaz du sang, il me semble également intéressant de vous toucher un mot au sujet des gaz du sang. Vous savez que les gaz du sang, ils ont tout leur intérêt dans l'évaluation d'une détresse respiratoire. Quand un sujet vient en détresse respiratoire aiguë, le premier geste à réaliser chez lui, c'est une gazométrie du sang. Lorsque vous avez donc une saturation percutanée en oxygène qui est basse, vous allez pratiquer donc des gaz du sang. Lorsqu'un sujet vient en consultation, présente une cyanose, vous allez pratiquer donc une gazométrie. S'il a des signes, donc sans être en détresse respiratoire, mais il a quand même une symptomatologie à type de dyspnée, de polypnée, vous êtes obligé de réaliser des gaz du sang. Et bien sûr, les gaz du sang vous permettent d'évaluer la gravité d'une pneumonie ou d'une BPCO, de voir est-ce qu'il y a une hypoxie, est-ce qu'il y a une hypercapnie, est-ce qu'il y a un retentissement sur le pH. Alors, comment va-t-on interpréter les gaz du sang artériel? On parle de normoxie lorsque la pression artérielle en oxygène PaO2 est égale à 100 mm de mercure. L'hypoxémie est définie par une PaO2 inférieure à 75 mm de mercure. Elle est sévère lorsqu'elle est inférieure à 60. Et puis rappelez-vous, il faut se rappeler toujours que la pression partielle en oxygène est variable selon l'âge. Vous savez qu'elle diminue avec l'âge. Un sujet de 90 ans n'aura pas la même pression partielle en oxygène qu'un sujet de 20 ans. Donc, il y a également une diminution de la pression partielle en oxygène avec l'âge. Donc, il faut interpréter ça en fonction de l'âge. Si vous faites une gazométrie à un sujet âgé et que vous la trouvez un petit peu basse à 70, vous n'allez pas crier alerte et faire peur au malade en lui disant qu'il a besoin d'oxygène à domicile. C'est probablement dû à son âge, donc il faut toujours interpréter les examens complémentaires en fonction de l'âge de la personne, en fonction du contexte clinique. Alors la normocapnie est définie par une PaCO2 qui est de 40 mm de mercure. On parle d'hypercapnie lorsque la PaCO2 est supérieure à 45 mm de mercure et on parle d'hypocapnie lorsque la PaCO2 est inférieure à 38 mm de mercure. Alors l'acidose est définie par un pH qui est inférieur à 7,38 et l'alcalose est définie par un pH qui est supérieur à 7,42. Maintenant, concernant la saturation en oxygène,
Vous savez que la saturation en oxygène traduit la forme combinée à l'hémoglobine. Elle est mesurée par une oxymétrie. Et vous savez que quand on écrit, quand vous écrivez les résultats, quand vous placez l'oxymètre au doigt d'un patient, ça s'appelle SpO2, saturation percutanée en oxygène, alors que la gazométrie va vous fournir une saturation artérielle. SaO2, ça veut dire saturation artérielle en oxygène. La PaO2, par contre, la pression partielle en oxygène, elle traduit quoi? Elle traduit la forme dissoute de l'oxygène dans le sang et elle est mesurée par piqûre des gaz du sang artériel. Alors, quels sont les syndromes qu'on peut définir par les gaz du sang? Vous avez le syndrome d'hypoventilation alvéolaire. Alors, le syndrome d'hypoventilation alvéolaire, il associe une hypoxie, une hypercapnie et une acidose. Et il est observé au cours des décompensations respiratoires de BPCO et au cours des maladies neuromusculaires. Deuxième syndrome qu'on peut définir par les gaz du sang, c'est l'effet Shunt. Alors l'effet Shunt, il est défini par une hypoxie associée à une hypocapnie. Il s'observe dans le cadre des embolies pulmonaires, des pneumonies et des œdèmes aigus du poumon. Quelles sont les conséquences thérapeutiques qui va en découler? D'abord, quand vous avez un effet Shunt, dans l'effet Shunt, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le rapport ventilation-perfusion qui est diminué. Et donc, il va se passer quoi? Il va se passer que la personne aura besoin d'oxygène. Donc, vous allez lui administrer beaucoup d'oxygène. C'est généralement, ça s'observe au cours des œdèmes aigus du poumon. Par rapport à l'hypoventilation alvéolaire, alors rappelez-vous, dans l'hypoventilation alvéolaire, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer donc une hypoxie associée à une hypercapnie, c'est-à-dire que la pression partielle en oxygène va augmenter. Là, on donne de l'oxygène, mais on peut avoir recours à un examen qu'on appelle VNI, ventilation non invasive. Cette ventilation non invasive va nous permettre un petit peu de laver les alvéoles de cet excès de CO2. Alors, en conclusion, s'il fallait retenir l'essentiel de ce cours, tout d'abord, il faut retenir que l'exploration fonctionnelle respiratoire est un examen qui est indispensable en cas de symptomatologie respiratoire, indispensable en cas de toux, indispensable en cas de dyspnée. C'est un examen qui va nous permettre d'orienter notre diagnostic, puisqu'il va nous permettre donc d'observer soit un trouble ventilatoire obstructif, soit un trouble restrictif. Et on peut justement évoquer des diagnostics en forçant des résultats obtenus. Ce n'est pas un examen d'urgence, il doit être réalisé de préférence chez un sujet stable. Enfin, concernant les gaz du sang, alors les gaz du sang vont nous permettre d'établir un diagnostic de gravité. Les gaz du sang se font souvent dans le cadre de l'urgence pour évaluer donc la gravité d'une pathologie. Je vous remercie.